La Coupe d'Afrique des Nations s'est refermée sur une finale à haute intensité entre le Maroc, pays hôte, et le Sénégal. Match électrique marqué par des décisions arbitraires controversées, des faits de jeu marquants et une ambiance parfois explosive dans les tribunes. Au bout du suspense, les Lions de la Teranga décrochent une deuxième étoile continentale. Décryptage justement de cette finale mémorable avec Steve Maurice Zounon. Bonjour, merci. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour le Bénin, bonjour Jennifer, bonjour à tout le monde. Alors, comment vous vous sentez ce matin? Très en forme. Alors, je rappelle que vous êtes journaliste sportif et rédacteur en chef du magazine Le Champion. Alors, on va déjà commencer par le bilan justement de cette CAN, un bilan global de cette 35e édition justement de la Coupe d'Afrique des Nations disputée en Europe. Comment appréciez-vous justement l'organisation? De façon générale, on peut dire que le Maroc a réussi son pari. C'est une compétition réussie quelque peu entachée par des incidents lors de la finale, mais dans l'ensemble, en termes de satisfaction, je peux dire que le Maroc a montré un nouveau visage de l'Afrique à travers les stades qui sont magnifiques, les pelouses qui sont nickel. Et ce qui est demandé dans ce genre de compétition, c'est que sur le plan logistique, vous réussissez. Et le Maroc, je pense que le Maroc a réussi, le Maroc a satisfait tout le monde. Et le Maroc aujourd'hui, qui est en position pour l'organisation de la Coupe du Monde 2030, a montré qu'il est prêt parce que vous savez, même en 2014, oui, au Brésil, lors de la Coupe du Monde, lors de la cérémonie d'ouverture, il y avait encore des stades qui recevaient des coups de peinture, des coups de pinceau. Donc, le Maroc n'a pas présenté ce visage. Le Maroc s'est mis prêt et la compétition, pour moi, elle a été magnifique. Elle a été magnifique, la compétition. Mais est-ce que quelque part, elle n'a pas été, vous commencez à le dire, ternie, est-ce qu'elle n'a pas été entachée par des couacs également? Non, ce qui s'est passé lors de la finale, c'est des événements, c'est des incidents, hein, c'est des faits de jeu qui arrivent dans les matchs. Même rien à voir avec l'organisation. Oh, oui, même dans le championnat béninois, il arrive des moments où il y a les esprits qui s'échauffent sur une décision arbitrale et tout. Oui, c'est déplorable parce que à ce niveau de la compétition, c'est inadmissible de voir des joueurs en train de quitter le terrain, d'aller au vestiaire et tout. Ça ne donne pas forcément une bonne image. Ce que je pense que la CAF va essayer de corriger à l'avenir. Mais après, vous savez, chacun utilise ses moyens dans ces conditions. Les Sénégalais, moi, je ne les en veux pas parce qu'ils étaient face à ce qu'eux, ils appellent une injustice. Et pour riposter, c'est l'âme qu'ils ont eue en ce moment. Parce que sur le fait de la colère, vous allez entendre après Pape Thiaw qui a dit, hein, qui s'est fondu en excuses après, parce qu'il y a l'émotion qu'on ne contrôle pas dans ce genre de situation. Supposons un instant que c'était les Guépards qui étaient à ce stade de la compétition et qu'on nous sifflait un pénalty du genre. Imaginons un peu la réaction du peuple. Donc après, on ne peut pas le blâmer non plus à un point fini. Il a utilisé ses armes en ce moment. Mais toujours est-il que ce n'est pas bien. Oui, l'arbitre, on va revenir sur ça, sur l'arbitre du match. Pour moi, lui aussi, il a fait son boulot. Il a fait son boulot. Selon vous, il a été équitable? Est-ce qu'il a vraiment suivi les procédés, les méthodes requises en cet instant-là? Oui, il y a une Par exemple, lorsqu'il a, il a annulé le premier but? Non, déjà, il faut expliquer aux téléspectateurs. L'arbitre a donné un coup de sifflet. Et dans un match, quand un arbitre siffle, le match est interrompu, le match s'arrête. Du moment où il a sifflé avant le geste, parce qu'il a sifflé un peu plus tôt, du moment où il a sifflé, il empêche les 22 acteurs d'évoluer. Donc s'il y a un événement après, il n'est plus obligé d'aller consulter la VAR. Donc il y a une différence, il y a une nuance qu'il faut éclaircir. Je pense qu'il était tellement sûr de lui-même. Il s'est dit, il n'y a pas une erreur manifeste. Donc, d'autant plus qu'il n'y a pas une erreur manifeste,
il n'a pas besoin de faire recours à la VAR pour dire bon, je me suis trompé, il faut corriger. Et il faut aussi préciser dans le règlement aujourd'hui. Vous défendez beaucoup l'arbitre? Non, je ne défends pas l'arbitre. Je ne défends pas l'arbitre. Je veux juste faire comprendre, oui, il pourrait toutefois dire je veux aller voir la VAR. S'il s'est dit je me suis trompé, et là encore, quand vous arrêtez le match, soit si l'action n'était pas sur un corner, si vous arrêtez un match au cours du jeu, le match redémarre par ce qu'on appelle balle à terre. Il prend le ballon, il laisse à un joueur qui démarre le jeu. Et là, comme c'était sur un corner, il reprend le corner. S'il s'est dit éventuellement qu'il s'est trompé, mais là, il s'est fait qu'il y a une but sur l'action. Oui, les Sénégalais ont dit, en fait, ils ne contestaient pas le pénalty parce qu'il y avait une faute évidente sur le joueur marocain. Après, ils se sont dit, pourquoi sur le but, il n'y avait pas eu l'intervention de la VAR? Mais l'arbitre, lui, s'est dit qu'il ne s'est pas trompé. Moi, je pense que c'est des faits qui arrivent. Et aujourd'hui, il faut que la CAF essaie de dire, ce n'est pas forcément vous êtes pays organisateur que vous devez gagner la CAN. Absolument. On a vu, ce n'est pas une première fois, c'est arrivé, on a vu lors de la CAN au Cameroun où les Comores, on a trouvé beaucoup de Covidés sur les Comores, notamment les 3 gardiens. Il y avait déjà un gardien qui est blessé et les 2 autres gardiens qui devaient évoluer dans les buts étaient déclarés positifs. Absolument. Et les Comores se sont retrouvés sans gardien de but pour jouer face aux Camerounais. C'est vrai, à l'arrivée, ils ont fait un score de 2-1 à l'époque, mais ce n'est pas de belles images pour une compétition internationale où beaucoup de moyens sont mis. Regardez aujourd'hui en termes d'infrastructure ce que le Maroc a déployé. Et je crains que ce rythme soit maintenu par d'autres pays, parce qu'en Afrique, de façon générale... Parce que le défi, il est là. Oui, les pays n'ont pas de gros moyens. Vous avez les pays de l'Afrique du Nord qui ont beaucoup de moyens. Vous avez l'Afrique du Sud aussi également qui a organisé une Coupe du Monde, qui a les moyens. Mais après, quand vous venez en Afrique de l'Ouest, en Afrique occidentale, ce n'est jamais facile de trouver des pays qui sont à mesure de faire ce que le Maroc a présenté. Mais je suis curieuse quand même de savoir comment vous qualifiez justement, je dirais, cette finale, ce jeu entre les Lions de la Teranga et les Lions de l'Atlas. Est-ce que le niveau y était? Oui, pour moi, le niveau y était parce que vous ne pouvez pas mieux en avoir dans une finale. Déjà, vous lisez la méfiance au départ où les équipes ne voudraient forcément pas s'engager. Il y avait eu du 50-50, comme le dit. Chacun restait dans un bloc bas pour pouvoir se défendre et ne pas encaisser ce but. C'est vrai, le but est arrivé un peu plus tard dans les prolongations. Et aussi, il faut dire que c'est une finale entre les 2 meilleures nations de l'Afrique. Au classement FIFA, vous avez le premier contre le deuxième. Donc, il y a eu forcément de jeux. Il y avait eu beaucoup de schémas tactiques qui ont été déployés par les 2 sélectionneurs, que ce soit Regragui, que ce soit Pape. Et dans le jeu, chacun jouait peut-être sur les contre-attaques pour pouvoir faire la différence. Quand vous avez une opportunité, vous cherchez à aller faire la différence. Si le but est arrivé, éventuellement, on peut fermer la boutique, comme dit. Et ce n'est pas arrivé. Et vous allez voir, quand les Sénégalais ont marqué, ils ont cessé un instant de se projeter et de défendre le seul but. Et puis, au finish, c'est ce seul but qui a fait l'office du deuxième titre aujourd'hui pour le Sénégal. Et je pense que la clé aussi de cette finale est arrivée par ce pénalty sifflé. Oui. Parce que vous allez constater qu'après le pénalty sifflé, l'ascenseur émotionnel a changé du camp. On a vu les Marocains un peu plus timorés parce qu'ils se sont dit peut-être que c'est le ciel qui est tombé sur notre tête parce qu'on ne peut pas manquer un pénalty à la 113e minute de jeu. Et dans ces genres de pénalty, je pense que Brahim Diaz a été un peu naïf. On ne joue pas comme ça, il n'est pas Zidane. Donc on estime quand même qu'il l'a peut-être fait exprès pour un tant soit peu, je dirais, accorder une certaine ascendance aux Sénégalais. Non, moi je bannis en bref cet argument-là. Vous ne pouvez pas être à ce niveau de compétition et donner un ballon comme ça parce qu'on a fait exprès, parce qu'il y avait des faits de jeu. On pourrait dire
que les 16 ou les 10 minutes d'arrêt, je veux dire les 10 minutes d'arrêt après, ont eu peut-être une conséquence sur lui, ont eu des conséquences sur lui, mais dit qu'il a fait exprès de ne pas marquer pour pouvoir éviter les polémiques, moi je dirais non. Il a joué son penalty, il a choisi d'utiliser un geste technique, de faire peut-être de jouer un penalty de classe. Après, il s'est trompé. Moi je pense qu'il n'a pas fait exprès. Il a joué son penalty et il a loupé. Ça arrive à tous les joueurs. Il va grandir, il va apprendre de ses erreurs, il va grandir. C'est vrai, il a été lynché après sur les réseaux sociaux et tout, mais c'est comme ça, le foot, c'est comme ça va le football. Et puis, il a assumé d'ailleurs par une déclaration. Et moi, je pense que le Maroc, peut-être, est maudit parce que vous vous rappelez, lors des séances, des tirs au but ou des pénaltys, le Maroc ne réussit presque pas. On a vu le Maroc face au Béninois en 2019. Ça a été le même scénario. Le Maroc, souvent, n'est pas souvent décisif au niveau des pénaltys. Et comment qualifiez-vous justement ce que moi je vais peut-être qualifier du clou, qui était vraiment un spectacle lors de cette finale-là, la décision sur, bien sûr, instruction de leur sélectionneur, des joueurs sénégalais de se retirer, d'aller dans les vestiaires pour protester justement? Oui, c'est inadmissible. C'est inadmissible venant d'un... Comme vous le disiez. Oui, c'est inadmissible venant d'un sélectionneur. Parce qu'après tout, le sélectionneur, il est aussi éducateur. Et si les gamins qui sont aujourd'hui dans les centres de foot, ils voient ça, je pense que ce n'est pas une bonne méthode à enseigner. Donc je crois que, comme lui-même, il a regretté après ses actes, je pense qu'il a agi sous le coup de l'émotion. Et c'est normal. C'est pourquoi je disais tout à l'heure que moi, je ne le blâme pas, parce qu'il a agi sous le coup de l'émotion, mais c'est déplorable. Ce n'est pas des gestes sensés. C'est vrai qu'après, Sadio Mané a eu les conseils il a eu des conseils sur Claude. Et vous voyez, il court juste après même avoir parlé avec Claude. C'est vrai que d'autres Sénégalais lui ont parlé. Il a pris la bonne décision de dire à ses camarades de revenir sur le terrain et de faire le jeu. Parce que tout compte fait, un pénalty sifflé dans un match n'a jamais été un but marqué. Et la preuve, nous l'avons vu. Absolument. Donc, il serait mieux qu'il jouait ce penalty. Et peut-être, bon, comme les gens le disent, peut-être on aurait joué le penalty un peu plus tôt et que le Sénégal ne sera pas champion d'Afrique. Donc, peut-être tous les moyens sont bons pour parvenir à leur fin. Ils ont utilisé les moyens. Mais ils vont s'attendre aussi à des sanctions. Est-ce qu'il y a des sanctions? Oui, bien évidemment. On a vu les communiqués de part et d'autre déjà qui fusent. Ce sont des actes qui ne restent pas sans sanction, ils vont peut-être taper des sanctions. Mais ici, ce n'est pas une sanction pour leur retirer le trophée. L'essentiel, ce qu'on retient, c'est que le trophée a été gagné, le trophée a été remporté par le Sénégal. Donc, ils vont être sanctionnés, ça c'est clair. Et chacun sera peut-être sanctionné sur la base de sa faute, sur la base de ce qu'il fait. On a vu aussi des Marocains. Il n'y a pas que le Sénégal qui s'est mal comporté lors de cette finale. Il faut appeler un chat, un chien. Je pense que quand vous êtes des joueurs sur un terrain, ou quand vous êtes supporter, ou quand vous êtes photographe et que vous allez chercher des serviettes qui servent le gardien, c'est aussi des fautes. Il faut utiliser les bons moyens pour gagner un trophée. Donc, je pense que chacun sera sanctionné sur la base de ce qu'il a fait. On a vu aussi des supporters sénégalais qui tapaient des photographes marocains. On n'a plus besoin aujourd'hui des hooligans dans les stades. Moi, je suis contre. Donc, après, il faut que la CAF sanctionne ce qui est sanctionnable et que la CAF, comme elle sait le faire, félicite ce qui est à féliciter. Et aussi, c'est une doléance presse. Il faut qu'aujourd'hui, la CAF revoie peut-être sa commission qui est chargée de désigner les arbitres, qui est chargée de s'occuper des arbitres. Ce n'est pas forcément vous êtes équipe organisatrice ou vous êtes un pays organisateur que vous devez partir avec le trophée. Non, il faut que ça cesse. On a vu la Côte d'Ivoire, oui, la Côte d'Ivoire a gagné, il y avait eu beaucoup de suspense.
Il y a également eu des faits de jeu. Le match Sénégal-Côte d'Ivoire, il y avait eu un penalty non sifflé sur Ismaël Sarr. Donc, c'est des faits de jeu qui avantagent les pays organisateurs aujourd'hui. Il faut que la Commission puisse véritablement faire son travail. Dans cette CAN, on a vu le président de l'Africa Foot, Samuel Eto'o, sanctionné parce qu'il a fait des gestes dans les tribunes qui ne sont pas acceptés. Mais ce qu'il disait était fondé parce que son équipe était lésée sur le terrain. Il y avait un penalty non sifflé sur Brahim Mbeumo. Donc, c'est des faits incontestables aujourd'hui qui donnent raison à ceux-là qui parfois contestent les décisions des arbitres. Il faut que la CAF y réfléchisse pour peut-être trouver des mesures appropriées. Une issue. Et justement, en parlant de cela, en abordant cette question, les arbitres dans ce genre de compétition, justement, en Afrique, sont taxés d'être, je dirais, un peu corrompus ou détenus par certains pouvoirs publics. Non, il n'y a pas qu'en Afrique. Je pense que, entre autres, hein, essentiellement. Je pense qu'il n'y a pas qu'en Afrique. Les arbitres sont souvent contestés, mais après tout, ils sont aussi des humains, n'oubliez pas, ils sont des humains. Est-ce que cette issue-là peut être vraie? Non, il y a des faits de corruption qui sont avérés, parce ceux qui sont checkés, qui sont avérés. Maintenant, après, est-ce qu'on pourra dire que les arbitres prennent souvent des pots de vin avant de venir faire des matchs? Moi, je ne peux pas prendre ce risque de dire un arbitre qui vient faire un match, il sait qu'il est venu siffler un match et parler d'un match, il doit être équitable, il doit pouvoir être apprécié des deux côtés par les 22 acteurs, ou que ce soit dans d'autres sports. C'est vrai, il arrive par des moments où les arbitres se trompent de bonne foi, mais étant dans une posture de compétiteurs, étant dans une posture, ou bien quand nous développons trop l'esprit de quelqu'un qui veut gagner la compétition, on oublie ce côté humain aux arbitres. C'est comme vous et moi, on peut se tromper tout de suite sur peut-être des chiffres, on peut se tromper sur des informations. Mais après, je pense qu'ils sont des humains. Ils ne sont pas des machines qui sont programmées à faire des trucs sans faute. Ils ne sont pas l'IA. Donc après, il faut... On peut le leur concéder parfois. Et parfois même, l'IA n'est pas aussi exacte dans ces informations. Donc je crois qu'il faut avoir peut-être une petite portion de tolérance envers les arbitres. Il ne faut toujours pas aller avec la violence, parce que la violence dans les stades sont à bannir. Et moi, je pense que parfois, dans la majeure partie des cas, les arbitres souvent se trompent de bonne foi. Se trompent de bonne foi. Oui. Et nous avons justement ce but qui vient tout changer pratiquement au dernier moment, celui de Pape Gueye, qui vient remettre l'euphorie dans le camp des Sénégalais. Et justement, on a vu tout un tas d'émotions, que ce soit au stade, dans le pays, justement, sénégalais. On a eu cette image du président sénégalais, Diomaye Faye, avec son premier ministre Ousmane Sonko, qui était très excité. Comment appréciez-vous ce moment, cette unité-là qu'on remarque? Non, il n'y a que le football qui peut vous faire vivre ces moments-là. Et ce sont des moments uniques qui n'arrivent pas tout le temps. Je ne sais pas si vous avez fait un tour lors de la CAN 2019 dans la ville de Cotonou, où les gens pouvaient circuler à contresens. C'est des moments qui, je vous dirais, qui n'arrivent pas tout le temps. Et le Sénégal est en train de le vivre, ou bien de les vivre pour une seconde fois. Imaginez un peu la joie de ces Sénégalais-là. Moi, c'est ce que je dis. Pour arriver à cette étape, le Sénégal a travaillé. Oui. Et aujourd'hui, ils sont en train de fêter. Ils sont en train de fêter les prouesses de leur travail et de tout ce qui a été bon à amener des joueurs de ce niveau-là à gagner cette coupe-là, cette Coupe d'Afrique, devant des milliers de spectateurs qui ne sont forcément pas en leur faveur. C'est vrai, il y avait eu le 12e Guindé, comme ils appellent,
Mais majoritairement, ceux qui occupaient la tribune ou bien les tribunes de ce stade Abdellah, ce sont les Marocains. Donc le Sénégal, pour moi, a travaillé. Vous prenez aujourd'hui l'équipe sénégalaise, c'est une équipe qui aligne des joueurs qui sont titulaires dans leur club respectif et qui a aussi des joueurs qui sont titulaires dans leur club respectif, mais qui ne pourront pas être titulaires sur le terrain, qui jouent le banc. Il faut travailler, il faut créer les centres de formation pour vivre ces genres d'émotions. C'est des moments uniques et on veut bien aussi la vivre, on veut bien aussi les vivre. On y croit fort. Oui, on veut bien les vivre parce que l'émotion de 2019 ne nous a toujours pas quittés. Il faut que nous puissions dire maintenant, on va plus travailler. Nous avons une étoile ou deux, il faut qu'on le dise. Oui, il faut travailler. Et en travaillant, je pense, ça ne peut pas venir demain. Peut-être dans 5 ans, 6 ans, après, on pourra aussi rêver de ce genre d'émotions. Et c'est génial. Et est-ce que vous pensez que ces titres-là de champion, peut-être de Cannes, peuvent, au-delà de renforcer peut-être l'unité, comme on vient de le dire, repositionner les pays? Oui, aujourd'hui, sur la carte football, la carte footballistique, je peux dire le Bénin est presque inexistant. Parce que quand vous êtes un joueur béninois, vous voulez voyager, toutes ces performances concourent à peut-être une bonne image, j'allais dire, de ce que les étrangers ont su vos joueurs, ce que les étrangers pensent de votre football, ce que les étrangers pensent de votre championnat. Aujourd'hui, on ne peut pas comparer, excusez du peu, le Bénin et le Sénégal. On ne peut pas comparer non plus un joueur qui veut quitter le Sénégal pour aller dans un championnat de Ligue 1 à un joueur béninois. C'est difficile pour le Bénin aujourd'hui de placer un joueur dans l'élite française. C'est très difficile qu'un joueur béninois quitte directement le championnat béninois et aller jouer peut-être en Ligue 1 française. C'est difficile, alors qu'un joueur peut facilement quitter le Sénégal et aller jouer dans un championnat de Première Ligue ou d'aller jouer dans un championnat de Ligue 1 en France. Tout ça parce que le Sénégal a un nom, comme le Nigeria. Vous prenez le Maroc, quand vous prenez les grands pays d'Afrique, ils ont un nom à travers ces performances-là. Grâce à ces performances, moi je pense que ça change beaucoup de choses dans la vie des joueurs et ça change aussi beaucoup de choses dans l'image du pays. Oui, mais pour l'image du pays. Que préconisez-vous justement? Vous avez commencé à parler des centres de formation. Sur quel levier vous pensez qu'on peut véritablement agir pour avoir ce résultat-là d'ici peut-être une année ou deux, sinon quelques années? J'ai vu le président Minavoie, je pense il y a un week-end passé, qui déplorait le fait que les politiques, je veux parler des députés ou des élus locaux de la dernière élection, n'ont pas pu, parce que lui, il n'a pas pu trouver des projets de société allant dans le sens du développement du sport. Il a un peu critiqué cela. Je trouve très logique sa sortie. Je pense qu'aujourd'hui, il faut penser aussi à ériger de grands centres de football. C'est vrai, on a un centre à Lokossa pour les jeunes filles. Oui, mais il faut également un centre de renom. Aujourd'hui, on a construit les stades. Ça, c'est un acquis. Notre championnat se joue sur de terrains synthétiques, de terrains qui permettent aux joueurs de mieux s'exprimer. Tout ça, c'est beau. Mais il faut penser à créer des centres de formation de renom ultra modernes, si je peux le dire. Il y a Magloire qui fait l'USS Craqué, qui fait des forces, il est dans le privé. Mais après, il faut que l'État puisse changer, comme le dit, son fusil d'épaule pour dire maintenant, j'ai investi dans les infrastructures et moi, je voudrais peut-être prier le prochain président de la République qui, quant à lui, il viendra peut-être travailler dans ce sens-là. Moi, je voudrais qu'il prenne comme responsabilité, avant que je ne quitte le pouvoir, le Bénin pourrait être doté au moins de 2 grands centres de référence.
en Afrique de l'Ouest. Merci beaucoup à vous, Steve Maurice Zounon. Je rappelle que vous êtes journaliste sportif et rédacteur en chef du magazine Le Champion. Merci d'être passé. Après vous, mesdames, messieurs, bonjour le Bénin se poursuit. On marque une courte pause et on revient pour événements à la une.